8h47, l'instant éco, c'est avec Thibaut de Barcy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Pour une dernière chronique éco. Voilà, on le disait, vendredi c'est déjà la dernière matinale. Avant le début de l'année prochaine, on sera là bien sûr en septembre. Et donc vous avez décidé de nous faire un peu un top 5 des tendances, puisque c'est votre 50e chronique. On enlève un zéro et vous allez nous dresser 5 tendances. Exactement, merci beaucoup. Alors je me base pour ça sur ces 50 tendances, sur un rapport édité par The Papers, P-A-Y, qui résume un peu les 5 grandes tendances du moment dans un rapport qui s'appelle le Who's Who du paiement. Alors, je pense que vous allez nous parler de 2 concepts fréquemment évoqués. C'est toujours en anglais, banking as a service d'une part et l'open banking de l'autre. Exactement. Alors, c'est en fait ces 2 inventions qui sont là depuis, qui sont assez récentes et dont on prédisait un très grand avenir à toutes les 2. Et donc, la conclusion de The Paper, c'est de dire que, en gros, le banking as a service, ça fonctionne très très bien et l'open banking reste un peu au point mort. Alors, je rappelle ce que c'est. Banking as a service, c'est des banques et des fintechs qui ont des licences bancaires qui proposent des services financiers clés en main à d'autres entreprises, par exemple à Ikea, Samsung, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent intégrer soit une composante crédit, soit une composante paiement dans leur propre parcours client. Et donc ça fonctionne extrêmement bien. Et l'open banking, ça a été d'abord lancé en Angleterre, et puis ensuite il y a une législation européenne qui consiste en gros à concurrencer les cartes en disant vous pouvez faire un paiement, surtout en ligne, en allant proposant au fournisseur de directement le prélever sur votre compte. Et là, clairement, on reste un peu au point mort parce que The Papers estime qu'on est à peu près à seulement moins de 1% de l'ensemble des paiements de e-commerce en Europe. Et donc, la dernière actualité sur ce sujet, c'est que la Commission européenne va revoir tout le cadre de l'open banking. Ça s'appelle la révision de la PSD2. Et l'autre, une deuxième tendance, pour Tara qui aime bien les quiz, je vais lui en faire une. Vous savez ce que c'est que le BNPL ? Non, je vous écoute. Buy now, pay later. Voilà. Ça, on en a déjà parlé. On en avait déjà parlé. Exactement, on en a parlé ici. Et puis surtout, la grande annonce qui a eu lieu il y a très peu de temps, c'est que Apple va lancer du Buy Now Pay Later, donc intégré à son service Apple Pay. Alors certains disent que du coup, Apple va écraser tout le monde vu sa puissance de frappe, etc. Et d'autres, dont je fais partie, disent non, ça va plutôt valider le business model du Buy Now Pay Later. En plus, il y a déjà énormément d'acteurs. Il n'y a pas que Klarna qui est l'un des plus connus qu'on a évoqué ici. Il y a une 50aine d'entreprises aux États-Unis et en Europe. Et là aussi, la dernière actualité, c'est qu'il y a quand même une réglementation qui arrive. Donc, la Commission européenne va l'encadrer dans sa directive sur le crédit à la consommation. Alors Thibaut, 4e tendance, les cryptos, mais évidemment, on ne va pas parler de ce lien subtil et néanmoins passionnant entre crypto et commerce traditionnel. Ça, vous nous en avez passionnamment parlé la dernière fois. Là, on va parler du métaverse. Voilà, parce qu'en fait, évidemment, les métaverses, c'est construit sur la blockchain et donc, dans les métaverses, on ne paye pas avec des cartes de crédit classiques, on paye avec des cryptos. Et donc, c'est pour ça que les métaverses ont leur propre monnaie. Alors, vous le savez même mieux que moi, il y a le Sand pour The Sandbox, Mana pour le Decentraland. Et donc, la 3e tendance, on n'est pas encore à la 4e, c'est que, justement, c'est l'interopérabilité entre toutes ces cryptos, à la fois dans les métaverses et en dehors, c'est-à-dire qu'elles sont échangeables dans les plateformes de crypto qu'on connaît. Et on arrive à la 4e, ça concerne plutôt les commerçants. Les softs prennent le pouvoir. Voilà, parce qu'en fait, Katharina, traditionnellement, les grandes entreprises choisissaient d'un côté leur logiciel de gestion pour gérer leur stock, leur caisse, leur comptabilité, et d'autre part, elles choisissaient leur service de paiement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les services de paiement sont intégrés bien plus tôt. Ils sont intégrés en amont dans tous ces logiciels. Et donc, quand les entreprises et les grands distributeurs choisissent leur logiciel de gestion, eh bien, la composante paiement est déjà là. Et donc, ça veut dire que la bataille commerciale, elle se fait au moment où il y a des mariages entre les fournisseurs de services de paiement et les fournisseurs de software de gestion. Par exemple, Modular, qui est une fintech que je connais bien, eh bien, ils sont l'un des champions de l'intégration de la composante paiement dans les logiciels comptables. Et alors, très rapidement, une petite 5e ? Alors la 5e, c'est pour faire le lien avec la chronique de Tara, c'est qu'il va y avoir, je vous prédis, et The Papers prédit, énormément de fusions et acquisitions dans les fintechs et dans les paiements. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il y a eu toutes ces nouvelles technologies, il y a eu énormément de nouveaux acteurs, et donc c'est l'heure de la consolidation. Et le fait que le Nasdaq ait énormément baissé depuis le début de l'année, évidemment, ça rabat un petit peu les cartes, et donc, ou les possibilités de financement. Et donc, voilà, il va y avoir beaucoup d'annonces, je pense, dans les mois à venir, et on fera le point après l'été, évidemment. 50e chronique de Thibaut de Barcy qui nous est bien fidèle. 5 tendances pour terminer l'année en termes de nouveaux moyens de paiement. Il est 8h52.